On revient maintenant à l'actualité sérieuse, même si parfois les humoristes commentent aussi l'actualité sérieuse. On va revenir, hélas, sur cet événement tragique qui a eu lieu samedi soir autour du pont de Bir Hakeim. Attentat islamiste et aussi ratage psychiatrique. Et on accueille pour en parler sur ce plateau Brice Hortefeux, député européen Les Républicains, ancien ministre de l'Intérieur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Guillaume Fard, consultant police-justice pour BFM TV. Et on est avec le psychanalyste et non pas psychiatre, Gérard Miller. Bonsoir à vous, Gérard. L'auteur de l'attaque, on le disait, qui assume et revendique totalement son geste. Il est toujours en garde à vue avec 3 autres personnes de son entourage. Il a été condamné, on le rappelle, en 2018 pour un projet d'attentat, puis suivi à sa sortie de prison. Et la question, c'est est-ce qu'il y a eu des ratés dans le suivi? Gérald Darmanin dit oui, mais seulement pour le côté psychiatrique. On écoute le ministre de l'Intérieur. Nous avons fait le maximum dans le cadre de la loi actuelle. En tout cas, les services du ministère de l'Intérieur ont fait le maximum. Voilà quelqu'un qu'on a arrêté en 2016, qui s'est converti à l'islam en 2015, très jeune, qui a fait 4 ans de prison. Il a fait l'intégralité à quelques jours près de sa peine de prison, qui a été suivi judiciairement. Et grâce à ce suivi judiciaire, le médecin psychiatre a pu de nouveau faire une injonction de soins parce qu'il a une maladie mentale manifestement très prononcée. Et une fois qu'on a terminé cela, la peine de prison, le suivi judiciaire et psychiatrique, il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins, à plusieurs reprises, ont considéré qu'il allait mieux, qu'il était plus normal et qu'il pouvait vivre, si j'ose dire, librement. Guillaume Fard, on peut vraiment parler de ratage psychiatrique? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des avis contradictoires de la part des médecins, que le dernier rapport dont on a eu connaissance ici à la rédaction, il date du 23 avril 2023, et les psychiatres disaient qu'il n'y avait pas de risque sur le plan psychiatrique, en tout cas, et qu'il ne présentait plus de dangerosité psychiatrique. Il avait cessé de prendre son traitement depuis même l'année 2022, et force est de constater qu'il est néanmoins passé à l'acte. Donc, est-ce que le passage à l'acte résulte exclusivement de sa radicalisation et qu'on pouvait considérer que sur un plan médical, il était en tout cas stabilisé? Ça reste un débat contradictoire de médecins, mais le ministre de l'Intérieur, lui, renvoie la balle du côté des psychiatres en disant, eh bien, il y avait des débats contradictoires qui étaient arrivés à la conclusion, non unanime d'ailleurs, qu'il était plus ou moins stabilisé, en tout cas qu'il ne représentait pas de danger sur le plan psychiatrique, et que le raté viendrait de là. Mais en creux, ça pose la question du suivi des personnes qui souffrent de troubles psychiques et psychiatriques et qui sont par ailleurs radicalisées. Il y a quand même 20% des personnes inscrites au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, qui souffrent de troubles psychiatriques, c'est-à-dire 1 sur 5, 20% de 20 000. C'est quand même pas négligeable. On va évidemment revenir sur cet aspect psychiatrique. Je vais vous laisser la parole, Charles Consigny. Mais d'abord, faisons quand même parler Monsieur Hortefeux, qui a accepté notre invitation, qui est aujourd'hui député européen, mais dont on se rappelle évidemment qu'il fut ministre de l'Intérieur. Ce sont toujours des situations difficiles quand on est ministre de l'Intérieur, quand on vit ce genre d'événement. Le risque zéro n'existe pas. Non, le risque zéro n'existe pas. Moi, j'ai eu la chance, à vrai dire, vous avez rappelé que j'avais été ministre de l'Intérieur, j'ai eu la chance de vivre une période où il n'y a pas eu d'attentat. Mais des menaces d'attentat, oui. Donc si la question, c'est physiquement comment un ministre de l'Intérieur le vit, il le vit extrêmement durement. J'ai été, par exemple, réveillé plusieurs fois la nuit, notamment une fois à 4 heures du matin, où on me dit, attention, les services américains et les services d'un pays du Maghreb, donc des indications concordantes, nous signalent qu'aujourd'hui, c'était en 2010, il va y avoir un attentat sur 3 sites. Mais on ne sait pas si c'est des sites parisiens, le Stade de France, la Tour Eiffel et par exemple le RER, ou si c'est un site à Paris, un site à Lyon, un site à Marseille. Bon, donc c'est sûr que quand on est à 5 heures du matin en réunion avec les responsables du renseignement, les responsables de la police, les responsables de la gendarmerie, et qu'on se dit à tout moment il peut y avoir une difficulté, c'est sûr que c'est très angoissant. Si la question que vous me posez aussi, c'est quelle peut être l'attitude du ministre de l'Intérieur aujourd'hui face à ce qui se déroule, c'est d'abord accepter que c'est un constat d'échec. Quand il y a un attentat, quand il y a un mort d'homme, c'est naturellement un constat d'échec. Est-ce que la raison est exclusivement sur un plan sanitaire, médical? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est 2 choses. La première, c'est que notre pays est aujourd'hui, hors zone de conflit, le 3e pays au monde cible de menaces terroristes.
Nous sommes le 3e pays au monde et le 1er européen. Que ça fait 46 attentats, si l'on compte celui du week-end, depuis 2012. 273 victimes, plus de 1200 blessés. Et ça veut dire que l'opinion publique, je ne sais pas comment autour de cette table, vous êtes tous des connaisseurs de l'opinion publique, mais en tout cas je le ressens comme cela, c'est que l'opinion publique est passée progressivement de la sidération à l'incompréhension, de l'incompréhension à l'inquiétude, de l'inquiétude à l'anxiété, et de l'anxiété à l'exaspération. Rappelons qu'il y a eu 72 attentats déjoués depuis 2013. Oui, important de rappeler. Bien sûr. Je vous dis 46 attentats qui se sont malheureusement déroulés, ce qui fait qu'encore une fois, en Europe, nous sommes une situation très particulière. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette exaspération et cette incompréhension de quoi? L'incompréhension du fait que l'État ne protège pas. C'est ça l'incompréhension. Donc, est-ce qu'il n'y a rien à faire? Bien sûr que vous l'avez dit vous-même, c'est répété à longueur d'antenne et à juste titre. Le risque zéro n'existe pas. Mais, vous savez, beaucoup ironisent sur le fait qu'il y a des changements de texte, des changements de réglementation, des changements de loi. Non, la société évolue et ce qui veut dire que le cadre législatif doit évoluer. Donc, il y a des évolutions qui sont nécessaires à la suite de ces attentats et de ce qui s'est déroulé. Écoutez, vous avez observé le parcours de cet individu, vous l'avez rappelé. Premier élément, il a été condamné. Il a été condamné pour 2 choses. Il a été condamné pour vouloir partir en Syrie et il a été condamné pour avoir envisagé des attentats. Deuxièmement, on sait aujourd'hui qu'il a été en lien numérique, pas physique bien sûr, avec les auteurs des attentats terroristes, contre le père Hamel, contre les policiers de Magnanville, et contre tout ce qu'il y a eu comme terroriste, contre Samuel Paty, bien sûr. Il a été en liaison avec eux. Donc, et il a effectué, Gérald Darmanin l'a dit à juste titre, il a effectué l'essentiel de sa peine de prison. Donc ça pose plusieurs sujets. Premier sujet, que fait-on? Vous avez évoqué les fichiers S. Aujourd'hui, le chiffre, bon, je ne sais pas si vous avez des chiffres plus actualisés que les miens, mais enfin, c'est en gros 30 000. Et sur les 30 000, il y en a 17 000 qui sont fichés pour mouvance islamiste. Et là-dedans, il y a à peu près 15% qui sont des étrangers. La question, c'est qu'est-ce que l'on fait maintenant avec les étrangers qui sont des fichiers S? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de mesures préventives? Alors, c'est ce à quoi on va essayer de répondre. Tout de suite, je vous interromps parce que j'aimerais avoir l'avis de Gérard Miller là-dessus. Lui qui est psychanalyste, lui qui connaît bien et d'ailleurs qui a fait même un documentaire sur ce sujet, sur le danger psy et ceux qui sont dehors. Peut-être trop nombreux, d'ailleurs. Alors, le film que j'avais fait s'appelle La folie à l'abandon. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde psychiatrique et au-delà est vent debout? C'est parce qu'on a le sentiment que depuis quand même un paquet d'années, la psychiatrie, alors c'est peut-être pas la seule à être ainsi, c'est le parent pauvre de la médecine. On a retiré un nombre incalculable de lits, on a supprimé un grand nombre de postes, et donc effectivement, les psychiatres sont fous furieux de constater qu'on les attaque au moment où effectivement il y a eu quoi? Je dois dire que ratage psychiatrique, c'est insensé. Heureusement qu'il n'a pas dit bavure psychiatrique. On voit bien qu'en disant ratage psychiatrique, il considère que la psychiatrie ne devrait jamais se tromper sur le passage à l'acte. Or, qui a un tout petit peu fréquenté le monde de la psychiatrie sait que le passage à l'acte, c'est extrêmement difficile à anticiper. Le passage à l'acte, c'est aussi le suicide. Si on était capable d'anticiper les suicides, il n'y en aurait pas autant qu'il y en a aujourd'hui. Le passage à l'acte, ça peut se faire effectivement au moment où quelqu'un arrête sa prise de médicaments. Ça peut se faire aussi au moment où les personnes continuent de prendre leurs médicaments. Donc, considérer que le psychiatre qui, à un moment donné, dit « j'ai le sentiment que du point de vue psychiatrique, cette personne peut sortir », considérer qu'il est responsable au même titre que le policier, que celui qui le surveille, de tout ce que va faire ensuite le patient, ça n'est pas juste. Parce qu'effectivement, il y a des erreurs de diagnostic qui peuvent être faites. Et surtout, il faut bien comprendre que même si cet homme est un malade mental, ce qui semble être le cas, c'est pas pour ça que ça n'est pas un salaud, c'est pas pour ça non plus qu'il n'a pas une part de responsabilité. Quand vous dites maladie mentale... C'est un mélange des deux, évidemment. C'est un mélange des deux. Et donc, je trouve que se défausser sur la psychiatrie... Moi, je ne suis pas pour attaquer le ministre, mais qu'il n'attaque pas non plus la psychiatrie, parent pauvre de la médecine. Charles Consigny. Non, je pense que c'est dangereux de s'en remettre entièrement à la psychiatrie pour des faits criminels ou terroristes. C'est une solution confortable, mais malheureusement, c'est pas conforme à la réalité. C'est une manière de se dédouaner
Là, en l'occurrence, s'agissant du ministre Darmanin, oui, je pense que c'est clairement une manière de faire en sorte que la faute ne retombe pas sur ses propres épaules. Et je crois que c'est précisément ce qui est en train de se passer, puisqu'on parle tous de bavure psychiatrique. On ne parle pas de bavure. En gros, c'est d'essayer d'expliquer le trou dans la raquette. Psychiatrique. Si toutes les personnes qui adhèrent à l'idéologie islamiste étaient fous, ça ferait quand même beaucoup de fous. Il y avait des dizaines de milliers de combattants en Irak. Ils n'étaient pas tous schizophrènes. Ils n'étaient pas tous atteints de pathologies psychiatriques. Donc je pense que c'est une manière un peu confortable de ne pas voir une réalité qui est plus dure à voir, plus incompréhensible pour nous, et qui, à mon sens, c'est la vraie question qui doit se poser. C'est pourquoi est-ce qu'en France, dans un pays où quand même on essaye tous ensemble de faire en sorte d'être dans un pays dans lequel les jeunes peuvent se projeter, dans quelque chose de plaisant et de pacifique, pourquoi est-ce qu'en France, on enfante, puisqu'il était né en France de parents non musulmans, si je crois bien, convertis. Venu d'Iran. Pourquoi c'est converti en 2015. Pourquoi en France, on enfante des gens qui basculent dans l'islamisme radical? Moi, je trouve que c'est ça la vraie question. Et pourquoi aussi il y a un tel angle mort sur la détention, puisque ce jeune homme, il a fait, je crois, 4 ans de prison. Il est sorti, il était déjà radical avant, mais il est sorti pire qu'il était rentré en prison. Donc, même cette solution, entre guillemets, un peu bête et méchante de la détention... Il est sorti pire, mais il a su cacher qu'il était sorti pire. Manifestement, autrement, on ne l'aurait pas laissé... Oui, il a pratiqué ce qu'on appelle la taqia, qui est une technique bien connue maintenant de dissimulation, et qui vise à cacher ce qui montre qu'il était d'ailleurs très radicalisé, à mon avis, pas si fou. Parce qu'il faut quand même pas être si dingue pour être suffisamment pas dingue pour faire une taqia qui trompe y compris des enquêteurs aguerris. Voilà, je trouve que c'est ça toutes les questions que ça pose. Et enfin, je finirai par là. Ça et après, c'est Pablo et Louise. Ça pose quand même, c'est vrai, une dernière question sur laquelle il ne faut pas avoir de tabou et, à mon sens, pas naïvement brandir l'état de droit en pensant que ça nous empêche d'agir. C'est pas vrai. On peut faire plein de choses dans le cadre de l'état de droit, mais ça pose la question de la surveillance post-exécution de peine. C'est-à-dire, ils ont exécuté leur peine, mais ils restent dangereux. On ne doit pas s'interdire de faire quelque chose pour les surveiller si on a des moyens de penser qu'ils sont encore dangereux. Jordan Bardella a parlé de prison à vie aujourd'hui, Pablo Pio. Non, mais ça, je pense qu'effectivement, il y a ce suivi par les institutions judiciaires et éventuellement policières, mais il y a surtout la question du suivi psychiatrique, en l'occurrence, qui est, comme l'a rappelé Gérard, par manque de moyens, très souvent défaillant. Mais je voulais revenir, en fait, par rapport à l'évolution en fait des attentats qu'on voit ou des tentatives d'attentats qu'il y a sur le territoire français. En fait, auparavant, on avait des attentats qui avaient des commanditaires. C'était très bien organisé, il y avait des cellules, etc., avec des gens en fait qui répondaient à des ordres. Aujourd'hui, les attentats dont on parle, c'est ultra individuel, c'est autoproduit, quoi. C'est-à-dire que, en gros, et c'est pour ça que ça se psychiatrise. C'est pour ça qu'on parle tout d'un coup de beaucoup de psychiatrie, de psychologie, etc. Parce qu'en gros, vous avez un type qui est tout seul devant son ordi, qui effectivement est en relation numérique avec des gens, qui est influencé. Il n'y a pas d'organisation collective. Exactement, et qui tout d'un coup prend un couteau, c'est-à-dire des armes qui sont c'est ce que la propagande lui dit de faire. Exactement, oui, mais c'est que la propagande, mais il n'y a pas de lien direct. Mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'acte de commande. Et c'est pour ça qu'on parle de psychiatrisation. Et après, une dernière chose, je pense qu'il ne faut pas opposer la radicalisation versus la psychiatrie. Ça n'a aucun sens. La radicalisation et la psychiatrie, ça va ensemble. Monsieur le député européen. Mais je suis d'accord à moitié, à vrai dire, avec ce que vous venez de dire. Bon, il y a une évolution très claire sur le terrorisme, c'est qu'il y avait encore quelques années, tout récemment, la menace était exogène, c'était effectivement une commande extérieure, et qu'elle a évolué vers une menace plutôt endogène, c'est-à-dire à l'intérieur. En revanche, moi je suis assez nettement en désaccord avec ceux qui expliquent en gros que ce sont des loups solitaires. Ça, je n'y crois pas du tout. Et je pense qu'il y a toujours un environnement. Alors attention, ça peut être l'environnement familial. Visiblement, c'est pas le cas sur ce cas précis. Mais il peut y avoir sa mère a tenté elle-même de le dénoncer. Elle-même, pas en renonçant. Enfin, mais en tout cas, il n'y a pas d'environnement familial. Mais généralement, c'est soit un environnement familial, soit un environnement éducatif, soit un environnement sportif, les salles de sport, ou un environnement purement amical. Et numérique. Mais il y a numérique, c'est celui que j'ai évoqué. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est numérique. Et puis, il peut y avoir un autre environnement bien particulier, c'est l'environnement qui existe dans le milieu carcéral.
Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, les sources du radicalisme, Charles Consigny s'interrogeait là-dessus, mais les sources du radicalisme, c'est aujourd'hui la conjonction, en réalité, des sites et du milieu carcéral. Il y a 10 ans, c'était le milieu carcéral. Aujourd'hui, ce sont les deux. Louison, qui n'a pas beaucoup parlé. Si. Gérard Miller parlait de la psychiatrie qui était le parent pauvre de la médecine. Je pense que la psychiatrie en prison, je parle sous votre contrôle, c'est encore pire en fait. Il y a encore moins de moyens. Et alors que c'est effectivement des endroits où se rencontrent des gens assez mal intentionnés et qui peuvent repérer aussi des potentiels futurs petits soldats de leur cause. Et que tant qu'il n'y aura pas de moyens, et dans la psychiatrie de ville et celle de prison, on aura non pas des loups solitaires. Vous n'avez pas l'air d'accord, Non, Charles. je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ça, je trouve aussi en France, dès qu'un truc marche pas, on dit on manque de moyens. Non, la psychiatrie, c'est quand même une manière. Oui, mais en l'occurrence, il n'y a pas plus expertisé par des psychiatres que quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis des faits criminels puisqu'il subit voire deux. C'est pas le suivi, ça, c'est l'expertise pour le procès, ça n'a rien à voir. D'accord, mais d'accord, mais enfin, ça n'est pas que ça, puisque déjà, ce garçon qui est là, qui va être ou qui est déjà mis en examen, je ne sais pas à quel stade on en est de la procédure. Il est toujours en garde à vue. Je pense qu'il est toujours en garde à vue, parce que les gardes à vue sont progressivement levés. C'est l'entourage de la famille qui est. Enfin, c'est la famille dont les gardes à vue ont été levés, c'est l'information qu'on a eue. La sienne, elle peut durer jusqu'à 96 heures. Il a déjà été expertisé une première fois en garde à vue. Il va l'être ensuite pendant l'instruction criminelle. Et après, ils vont continuer à être suivis par des psys. Mais là, il a commis déjà les choses. Oui, mais c'est un peu tard pour l'expertiser. On doit se demander. Par ailleurs, l'altération du discernement, c'est aussi un moyen de défense pénale. Quand vous venez de dire que votre discernement a été aboli, vous n'êtes plus responsable de vos actes. Sauf que lui a été condamné. Voilà. Donc mais je parle au moment des faits. C'est l'abolition du discernement au moment des faits qui peut causer votre irresponsabilité pénale. Donc, il pourrait, s'il était vraiment jugé fou, etc., invoquer cette altération du discernement. Donc, faut pas être dupe. Moi, je pense qu'il faut, pour le coup, il me paraît qu'on doit aller à la racine de ces problèmes. Pourquoi est-ce que ces jeunes sont à ce point paumés dans la société française pour être à ce point poreux à la propagande islamiste? C'est ça la question qui doit nous interpeller. Un mot, Guillaume Fard, sur le fait qu'on ne peut pas surveiller évidemment tous ces fichiers S. Alors comment on fait puisqu'on ne peut pas les surveiller individuellement? Alors il y a effectivement la question des sortants de prison, ça a été évoqué. Il y a plus de 340 personnes qui sont sorties depuis 2012 et plus le temps passe, plus ce sont les gens les plus dangereux qui sortent puisque ce sont ceux qui ont été condamnés aux peines les plus longues pour les faits les plus graves. C'est vrai d'ailleurs qu'Édouard Philippe avait instauré une sorte de commission de suivi de tous ceux qui sortaient après des actes terroristes. Alors la réponse est oui au niveau administratif dans les préfectures. Il y a également ce qu'on appelle les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les MICAS, dont la loi du 30 juillet 2021 voulait allonger la durée à 2 ans, mais ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel, donc c'est 1 an. Et en plus de cela, puisque vous citiez Édouard Philippe, il a créé le fameux fichier OpsiWeb, qui est un fichier qui croise les données des personnes internées d'office dans les départements avec le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation. Donc il y a eu des choses de fait ces dernières années. Il y a énormément de choses de fait. On a créé un service national du renseignement pénitentiaire, une direction générale de la sécurité intérieure. Il y a eu un arsenal législatif qui a été considérablement renforcé, 2 lois sur le renseignement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais si on devait peut-être aller plus loin, ce serait sur le volet numérique. Parce que sur le volet numérique, il y a encore plusieurs trous dans la raquette. On parlait de cet homme, il s'est radicalisé essentiellement sur Internet. C'était pas la mosquée, c'était pas dans l'environnement familial. Il était déjà radicalisé quand il arrive en prison, donc c'est pas la prison qui déclenche sa radicalisation. Elle l'accélère sans doute, mais elle ne la déclenche pas. Et sur Internet, il a correspondu avec des gens qui étaient particulièrement dangereux. Et comment on fait pour réguler les réseaux sociaux? Il faut demander aux hébergeurs de prendre leur part de responsabilité. Comment se fait-il que des djihadistes de la pire espèce aient encore des comptes Facebook actifs Facebook, X. Et de X, alors qui est pire que tout en la matière. C'est là où sont des filières de recrutement. Il y a des communiqués de revendication qui circulent par là. Et dans toutes les zones où l'État islamique est actif, aux Philippines, en Afghanistan, au nord du Mozambique, en Afrique de l'Ouest, il y a des personnes qui se connectent sur ce réseau social pour aller embrigader d'autres. Et le phénomène d'embrigadement, y compris des plus jeunes, j'écoutais Charles, c'est la France, mais pas que la France. C'est la Suède, c'est le Danemark, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Espagne, c'est la Belgique. La seule exception en Europe occidentale soit l'Italie.
pour des raisons très particulières. Mais sinon, tous les États d'Europe occidentale, pour des raisons que les sociologues ont un peu de mal à cerner, parce que l'Italie est concernée par les phénomènes migratoires, c'est une autoroute à migrants, mais pas par le djihadisme. Donc percoler en permanence les deux thèmes, c'est un raccourci qui est, de mon point de vue, un peu excessif, plus par le fait que ne se sont pas installés des foyers de personnes qui convertissent les autres. C'est une particularité italienne. Autant dans tous les mouvements et dans tous les foyers de djihadisme, que ce soit l'Afghanistan, les Balkans, l'Algérie, du temps du GIA, il y a eu ensuite des installations en Europe à différents endroits, ce qui fait que, par exemple, dans le cas du Danemark, dans le cas de la Suède, vous avez des personnes qui sont parties massivement en zone syro-irakienne. Pourquoi est-ce que subitement, les Suédois et les Danois avaient les pires ratios de nombre de départs par nombre d'habitants? En valeur absolue, c'est la France et la Belgique, hein. Mais en ratio sur population, c'est la Suède et le Danemark. Parce qu'il y avait des personnes qui s'étaient installées, qui avaient converti d'autres. En France, on a connu ça à Toulouse, vous étiez ministre de l'Intérieur, c'était la filière d'Artigat, c'est Olivier Corel, dit l'émir blanc, avec les frères Klein, Jean-Michel et Fabien Klein. Quoi, les histoires de prénoms, ça n'a pas grand-chose à voir en la matière. On peut avoir des prénoms tout à fait chrétiens et être les pires djihadistes de la pire espèce et aller jusqu'à revendiquer les attentats du 13 novembre. Mais parce qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, se sont installées et ont converti d'autres personnes. Et c'est ça qui est inquiétant. L'Italie n'a pas eu cela. Elle a rejeté ce phénomène, mais tous les autres États occidentaux ont été contaminés en la matière. Brice Hortefeux, parce qu'il nous reste 2 minutes après. Non, mais tout à fait, ce qui a été dit est tout à fait juste. Effectivement, la part des Français qui sont partis faire le djihad était quantitativement très impressionnante, parce que au minimum, c'est 1490, enfin 1500 en tout cas. Bon. Non, il y a un élément aussi qui est national, c'est que le Conseil constitutionnel en 2017, si mes souvenirs sont exacts, a refusé d'admettre, de reconnaître comme un délit la consultation de sites djihadistes. Et donc, deux fois, absolument. 2 fois. Et ça, c'est précisément quand, dans les éléments, l'addition des mesures qu'il faut prendre, il faut certainement rebâtir un texte pour pouvoir le représenter. Faire que consulter un site djihadiste, malgré tout, c'est pas de la curiosité enfantine quand même. Ça veut dire que si on le consulte, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Gérard Miller, est-ce que vous croyez en la déradicalisation? Ce que Jordan Bardella dit, on n'y croit pas, et donc c'est pour ça qu'on veut mettre en place une rétention de sûreté systématique, voire à vie. Je crois que pour un certain nombre de gens, ils peuvent changer. Je crois aussi qu'il faut admettre, alors laissons Bardella de côté, qu'il faut admettre, par exemple chez certains pervers, qu'ils ont trouvé leur objet de jouissance quelque part et que même après X années de prison, ils n'en changeront pas. Donc c'est ça qui est terrible, parce qu'effectivement, on a l'idée que la prison doit notamment aider à la réinsertion. Ça n'est pas le cas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas aux psychanalystes de le dire. Si on n'y croit pas, on ne croit plus en l'humanité. Si on ne croit pas que l'homme peut changer, l'être humain peut changer, on ne croit plus en l'humanité et à la capacité, en fait, à la société précisément d'aller vers un mieux. Alors c'est ça, il faut croire que l'homme peut changer et en même temps ne pas être surpris s'il ne change pas. Exactement. Vous croyez à ce qu'ont fait les Américains avec Guantanamo, par exemple? C'est peut-être ce qu'il faudrait chez nous? Ah non, certainement pas. Certains l'appellent de leur vœu. Exactement. Certains l'appellent de leur vœu. Mais c'est pourquoi j'en parle, évidemment. Non, mais on peut parler des Khmers rouges, on peut parler du stalinisme aussi. Vous savez, vous ne limitez pas aux Américains. Hein. Mais il y en a, enfin pour le coup, ni les Khmers ni l'URSS existent aujourd'hui. Guantanamo, ça existe toujours. C'était des lavages de cerveau. Mais ça existe toujours, Guantanamo. C'est ça le problème. Ce sera les derniers mots sur ce débat. Merci, monsieur Hortefeux, d'avoir accepté notre invitation.